La beauté des voiliers, qui sillonnaient nos côtes au début du siècle, ne doit pas cacher les difficultés et le danger que devaient affronter marins et pêcheurs sur ces navires soumis aux caprices du temps. Ils ont peu à peu disparu au profit de navires motorisés qui ont largement amélioré la sécurité et les conditions de travail. Vouées à l'oubli, ces vieilles coques pourrissantes menaçaient de disparaître à tout jamais. Une poignée de passionnés s'est inquiétée de la disparition de ce patrimoine et a fait naître peu à peu un formidable engouement. Aujourd'hui, ces voiliers qui risquaient de n'être que des images immobiles sur des cartes postales jaunies revivent et arborent leur superbe voilure lors des fêtes maritimes. Le retour de ce patrimoine nous a permis également de nous diriger, sans trop s'en douter, vers un avenir plus propre. En effet, en utilisant la force du vent pour une logistique maritime sobre en carbone, le transport à la voile offre des perspectives de développement économique, mais aussi d'innovation. Il permet ainsi d'économiser les énergies fossiles et donc de préserver le climat. Avec l'aide des divers acteurs de cette histoire, nous allons effectuer un petit voyage dans ce passé qui contribue certainement à un meilleur avenir. De ce passé faste éteint au renouveau d'aujourd'hui, c'est l'histoire que nous allons vous raconter. Tout au long de ces siècles où la mer a été si importante sur l'ensemble des littorales bretons et où la pêche, le commerce se sont développés, la voile était évidemment le moyen de déplacement de nos bateaux. La voile est une typologie de bateau adaptée à chaque métier. Et le génie humain va, au fil des décennies, d'innovation en innovation, arriver à des modèles tout à fait impressionnants en termes de qualité intrinsèque. C'est le génie humain qui a inventé cette évolution-là et qui nous amène à ce qu'a connu Douarnenez dans les années 1920-1930, c'est-à-dire une flottille pouvant accueillir plus de 5000 inscrits maritimes. Progressivement, à partir des années 1920, le moteur va s'imposer et donc la flottille va connaître une évolution technique tout à fait majeure. Dans un premier temps, évidemment, les bateaux à voile sont considérés comme des traces d'un temps révolu, comme symbole du passé, dépassé en quelque sorte par les évolutions de la modernité. Il faut attendre quelques pionniers, fin des années 50, progressivement dans les années 60 et 70, quelques pionniers, dont ceux qui, à la fin des années 70, vont créer une revue, après avoir publié un premier ouvrage qui s'appelle Art Vague. Ces pionniers qui vont fonder le Chasse-Marée autour de Bernard Cadoret et qui vont impulser une dynamique nouvelle, en quelque sorte, autour de ce génie populaire qui avait, au cours des âges, construit ces bateaux à voile pour le commerce et pour la pêche, essentiellement sur nos ports de Bretagne. La Fédération régionale pour la culture et le patrimoine maritime, la FRCPM Bretagne, a été créée en 1979, elle s'appelait la FRCM à l'époque, par des passionnés du patrimoine maritime. C'était vraiment le tout début du concept de patrimoine maritime. Les bateaux étaient plutôt considérés comme des objets poubelles, et étaient détruits, brûlés, passés à la benne. Et là, il y a eu une opération de collectage organisée par les fondateurs de cette fédération. Ils allaient dans les cimetières de bateaux, sur les grèves, les bateaux qui étaient à l'échouage, dans des chantiers qui étaient fermés, mais ça pouvait être aussi dans le jardin d'un particulier où il y avait des coques qui étaient là à pourrir. Et ce mouvement-là, ça a été d'abord aller récupérer des traces tangibles. Le patrimoine matériel maritime, c'était collecter effectivement des bateaux. Donc un cimetière de bateaux, pour nous, ce n'est pas juste quelque chose de poétique pour les peintres ou pour les photographes, mais c'est une base de données pour les charpentiers. C'est un endroit où on peut faire des relevés de forme, si je prends des expressions techniques, et à partir d'une épave même incomplète de bateau, on peut faire une reconstruction neuve, c'est-à-dire en tirer un plan. Et donc il a fallu un peu faire une course contre la montre pour aller sauver ce qui était vraiment représentatif du patrimoine, sensibiliser et faire le lien avec les associations. C'est pour ça que la fédération, elle, c'est une fédération d'associations. Et il y a eu en même temps 4 fédérations régionales qui se sont créées, Nord-Pas-de-Calais, Normandie et puis la Méditerranée. Après la Bretagne, c'était aussi cette nécessité de collecter tout le patrimoine maritime, que ce soit le matériel, l'immatériel. Et après, on s'est aussi intéressé au bâti. Et puis l'autre volet
qui était aussi celui de la FRCPM à l'époque, en 85, ça a été l'ouverture d'un centre de formation, parce que c'était collecter à la fois des bateaux, mais aussi collecter des savoir-faire. Et une fois qu'on a collecté des savoir-faire, il faut les transmettre, pas de bateau en bois, sans charpentier de marine. Donc ça a été l'ouverture des ateliers de l'Enfer, place de l'Enfer, en 1985. La formation voilerie s'est ouverte dans les années 90 pour former des ouvriers voiliers. Et puis ensuite, la médiathèque s'étant installée place de l'Enfer, on a trouvé aussi des locaux plus adaptés à une troisième formation qui est la sellerie nautique. Donc, je disais qu'on est sur un marché niche, donc il y a 20 stagiaires en charpente, partagés en deux groupes de 10, avec chaque groupe un formateur. Chaque groupe est responsable d'un projet. Le projet étant un bateau. Donc ça c'est 20 stagiaires, deux groupes de 10, 9 mois de formation, ça c'est pour les charpentiers et charpentières. Et pour les voiliers et les selliers, là c'est des petites promos, on est sur 8 à 10 stagiaires qui vont faire une formation pendant 7 mois, avec aussi 2 périodes de 3 semaines de formation en entreprise. Donc le premier travail qu'ils vont faire, c'est la réalisation d'une demi-coque à l'échelle 1/10 généralement du bateau. Et après seulement, ils vont attaquer le tracé, c'est-à-dire on part de la demi-coque vers le plan. Dans les chantiers navals anciens, il y avait des souris, donc les plans étaient assez peu utilisés. Donc premier travail, la demi-coque, ensuite le tracé à l'échelle 1/10 et le tracé à l'échelle 1, et ensuite on passe aux gabarits, et les gabarits deviennent ensuite des pièces, servent à faire des pièces de bateau. Donc les deux bateaux qui sont en construction, généralement tous les ans, il y a toujours un bateau qui est une extrapolation d'un bateau de travail et un bateau de plaisance. Donc cette année, il y a un bateau de travail, un macrotier de Saint-Malo, qui va servir à la plaisance, et un bateau de plaisance de 1897, un bateau irlandais, du tout début de la belle plaisance. La mission des selliers nautiques, elle est double. C'est d'un côté le confort des passagers. Tu as une mauvaise bannette en bateau, tu t'en rappelles, donc ça, le confort pour dormir, se reposer, être protégé, donc les capotes, les taux, tout ce qui va protéger les passagers ou l'équipage de la pluie, et puis les embruns, voilà. Donc c'est confort du passager et aussi la protection du bateau, parce qu'il y a les protections, les taux, il y a les taux d'hivernage, donc les grandes bâches qui vont être adaptées à chaque bateau sur mesure pour protéger le bateau des intempéries, de la pluie. Donc là, on est dans le moteur le moins polluant qui existe, qui va utiliser la force du vent. Et donc la fabrication de voiles pour des bateaux traditionnels, mais surtout pour des bateaux modernes. La création de cette formation voilerie date des années 90. Il y a toujours eu un maître voilier qui vient de lui d'une voilerie et qui transmet ses savoir-faire et son expérience aux stagiaires pendant 7 mois. C'est vrai qu'on a gardé les couleurs traditionnelles, puisque les voiles traditionnelles, elles, étaient protégées de la moisissure par des colorants. C'est ça, les fameuses voiles rouges, des voiles cachoutées ou tannées. Maintenant, les fabricants font des voiles directement à la couleur traditionnelle. Donc on respecte la tradition, on est toujours dans modernité et tradition. L'autre aspect de la voile, c'est essentiellement, qu'on soit sur un bateau traditionnel ou sur un bateau de course, c'est la vitesse. Donc les voiles, on va toujours faire des recherches de coupe qui permettent les meilleures performances à la voile, puisque nos anciens, lorsqu'ils allaient à la Sardine, ils revenaient en régate. C'était le premier qui allait vendre sa pêche qui gagnait le mieux. Et donc ça reste vrai pour la course ou pour la plaisance. Dès qu'on est deux sur l'eau, de toute manière, on est en régate. Les stagiaires trouvent du travail. Alors en voilerie, en sellerie, c'est assez impressionnant parce que parfois, ils trouvent du travail avant la fin de la formation. Pour les charpentiers, c'est sûr qu'on ne devient pas charpentier de marine expérimenté en une formation de 9 mois, mais ils vont décrocher d'abord un CDD et ensuite ils vont progresser. Et si on prend les 35 ans que la formation charpente existe, eh bien, dans nombre de chantiers en France, soit le patron, soit les chefs d'équipe ou les compagnons sont des anciens des ateliers de l'Enfer. Donc le recrutement se fait aussi par un bouche à oreille important. Lieu traditionnel de construction navale, perpétué par les chantiers de l'Enfer, le Port-Rue a vu naître, au fil des ans, des milliers de bateaux. Au fond de cette ria est né le port-musée. L'aventure du port-musée, elle débute en même temps. Tout ce mouvement en fait, vis-à-vis du patrimoine maritime à la fin des années 70. Le port-musée est né en fait de l'association Treizour, de la constitution de la FRCPM, de tout ce mouvement-là, initié par Henri Kérizit, Bernard Cadoret et des gens bien connus de l'époque, qui voit le jour en 87 à travers d'abord le musée du marin et du bateau sur le port du Rosmer.
Puis ce projet en fait a pris une toute autre ampleur à partir des années 90 dans l'idée de revitaliser l'espace de l'estuaire du Port-Rue, cette ria qui mène jusqu'à Pouldavine, et d'en faire un lieu emblématique de la culture maritime à travers un vaste projet muséal, mais aussi une sorte de vivier autour du patrimoine maritime ici à Douarnenez, fédérant les forces vives autour d'un espace à flot et d'un vaste musée à quai. Tout ça s'est concrétisé en fait par la construction d'une écluse, ou plutôt d'un seuil à marée, qui ferme la ria du Port-Rue et qui lui permet, au moment des marées basses, de maintenir un bassin à flot, de maintenir en fait de l'eau de façon suffisante pour pouvoir créer un port véritable. Autrefois, la ria du Port-Rue était un espace d'échouage en fait, des navires. Quand la marée entrait, les bateaux étaient à flot, et quand elle se retirait, ils se trouvaient sur leurs béquilles ou échoués sur leurs flancs. Donc ces travaux ont été lancés en fait au début des années 90 pour une inauguration en 92 avec, me semble-t-il, 8 ministres qui se sont déplacés pour l'occasion. Effectivement, à côté de cet espace à flot, on a un vaste musée à quai qui fait 2800 m², où nous avons une programmation active, puisque nous proposons chaque année 2 grandes expos de 600 m² aux visiteurs, plus quelques petites expositions attenantes. Nous ne sommes pas un musée technique, on est plutôt un musée d'ethnographie, un musée de société, qui se veut aussi grand public, mais avec des approches particulières de certains sujets, toujours orientés vers la question maritime et vers la question des sociétés maritimes au sens large. Mais à côté de ça, nous avons une collection de références nationales. Outre les 100 000 photographies actuellement dans les fonds du musée et les 10 000 objets maritimes liés à la Bretagne, nous possédons 280 navires dans nos collections, qui vont de la planche à voile au chalutier langoustier de 30 mètres. Ces bateaux sont souvent des bateaux qui ont été construits de manière vernaculaire, c'est-à-dire souvent sans plan, simplement les plans étaient dans la tête de leur constructeur. Ce sont les derniers exemplaires de toute une société maritime. Ce sont des bateaux qui sont à la fois bretons, puisque 50% de notre collection provient de Bretagne, et 50% proviennent du monde entier. C'est une collection unique, évidemment, que tout un chacun peut venir découvrir, soit à l'intérieur de nos espaces, ouverts au public, soit en demandant l'accès aux réserves. Et nous ouvrons bien volontiers, suivant les possibilités, nos réserves aux visiteurs, aux spécialistes, aux chercheurs qui souhaitent redécouvrir ces bateaux pour en construire des répliques, des maquettes ou tout simplement pour les étudier. Douarnenez est une ville maritime, très profondément. Et la mer, c'est une dualité. C'est la vie, parce que c'est le poisson, c'est le commerce, c'est l'échange, c'est le tourisme aussi, à partir du 19e et surtout du 20e siècle. Donc la mer est connotée d'éléments extrêmement positifs, liés au développement, liés à la vie. Mais la mer, c'est aussi des périls en mer. La mort, toujours possible, va amener un comportement, une forme de tempérament qui va être très festive, parce que quand on vit, on en profite aussi. Et c'est lié à la dualité intrinsèque de la mer qui est aussi un risque, et tous les marins le savent. Et donc, quand on est là, sur le port, eh bien on ne l'oublie pas, et on sait faire la fête. Les fêtes maritimes vont arriver à Douarnenez dans les années 80 dans un sillon qui est né d'un certain nombre de pionniers avec une tradition festive autour de bateaux du patrimoine qu'on n'appelle pas encore dans les années 70 et au début des années 80 des bateaux du patrimoine. On les appelle des vieilles coques, des vieux gréements. Et donc il y a des petites fêtes qui vont exister à Concarneau par exemple, 74, autour de vieilles coques. Et puis, il va y avoir cette idée de génie d'un certain nombre de personnes qui tournent autour du chasse-marée et de Jacques Kerouas et de quelques autres, de créer un premier événement au fond de la rade de Brest. Et ça va prendre. Ça se passe à Portsberg, sur la commune de Logonadaulas. Et Portsberg, à cette époque-là, est un petit port de pêche encore actif qui compte une bonne quinzaine de coquillers. Puis de l'autre côté, il y a Moulin-Mer où c'est installé, où mon père a installé, a créé
le centre nautique de Moulins-Mer qui devait un peu plus tard accueillir les premières classes de mer. Alors, évidemment, un centre nautique dit apprentissage de la voile. Et à cette époque-là, on apprend à faire de la voile sur les caravelles, sur les optimistes, sur les boréens. Mais parallèlement à ces bateaux modernes là, qui permettent de démocratiser l'apprentissage de la voile, on est attiré vers les voiliers traditionnels, parce qu'on a déjà commencé à faire de la croisière, et en particulier quand on aime bien aller à Penzance, on aime bien aller à Falmouth. Et dans la baie de Falmouth, là, il y a jusqu'à 35-40 oysterboats qui sont un peu les équivalents des coquillers de chez nous et qui régatent. Et on s'est dit, on va créer une section voile traditionnelle, patrimoine maritime, dans le cadre, disons, du centre nautique de Moulins-Mer, et puis quelques années plus tard, dans le cadre du groupe finistérien de croisière. Tout en développant le centre nautique de Moulins-Mer et puis la découverte de la voile traditionnelle, on rencontre les holgaffeurs de Saint-Malo. Et là, il y a une opportunité. On est dans l'année 79. Pour 1980, les holgaffeurs de Saint-Malo, ils ont prévu un périple à la pointe de Bretagne. Et en particulier, ils ont prévu de s'arrêter à Brest, à Camaret et à Douarnenez. Alors donc, on se met sur les rangs. Et donc, c'est notre premier rassemblement à Portsbert. Avec Gilbert Lemoigne et Bernard Cadoret, qui n'a pas encore créé le chasse-marée. Le chasse-marée sera créé en 81. On se dit, on va en profiter dans cette crique de Portsbert, là, présenter tout ce que l'on peut sur le patrimoine maritime de la rade de Brest. Alors, on installe un cinéma permanent, par exemple. Michel Colleux concocte tout l'équivalent d'un petit festival du chant de marin. Henri Kérizit anime un atelier de peinture, de croquis. François Vivier est là et il fait un atelier de relevé de coque. Tous les ingrédients d'une fête populaire sont bien sûr réunis. La buvette, elle fait 70 mètres, juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc on avait quand même quelques ambitions populaires. C'est une franche réussite. Dès le soir même, on décide de reproduire la manifestation, mais là, tout seul. Et ce sera 1982, puis 1984. Le chasse-marée vient de s'installer à Douarnenez, donc Douarnenez nous fait du pied, disons les choses carrément, et c'est très bien parce que en termes de patrimoine maritime, Douarnenez c'est quand même un statut, c'est un grand port de pêche, même s'il décline, mais son histoire elle ne décline pas. Il s'agit pour nous d'essayer de le faire revivre du mieux que l'on peut avec l'association Trésour, la Fédération régionale pour la culture maritime. Pour préparer 86 à Douarnenez, on est soutenu par le maire, par Michel Mazias, et puis par Yves Carnaléguin, qui est la figure emblématique, disons, des anciens patrons à la grande pêche. Notre ambition était quand même de réunir 600 bateaux, pour vous donner un ordre d'idée. Et cette communauté maritime de Douarnenez a été conquise. Je me rappellerai toujours le premier soir, le grand repas des équipages sous la criée de Douarnenez. Il y a peut-être 1000 personnes qui sont attablées. Mais en 88, on accueille quelque chose comme 800 bateaux. On sait qu'on ne pourra jamais faire mieux à Douarnenez. Et on a envie d'une dimension internationale plus affirmée. Alors, et puis aussi quelques grands bateaux. Bon, bref. Donc on se dit, ce genre de manifestation, là, sans la marine nationale, sans la logistique de la marine nationale, on aura des difficultés. Alors on prend la décision, dans le cadre du chasse-marée, de rencontrer le préfet maritime de l'époque, c'est l'amiral Lefebvre, et carrément de lui poser la question. Une semaine après, on avait l'accord du préfet maritime. Mais quand même, en 92, c'était encore le chasse-marée, l'organisateur. Et nous, Jacques et moi, on travaillait au sein du chasse-marée. Et ah oui, alors à l'époque, il y avait quand même le fax, effectivement, parce que c'était une vraie galère. C'est que les fax, notamment pour la Russie, ne passaient qu'à 4 h du matin. Et donc, avec ma collègue France Guénaud, là, je me rappelle, on mettait notre réveil et on allait au bureau à 4h30 du matin pour passer les fax. C'était la seule chance qu'ils arrivent. Et c'est vrai que maintenant, on n'arrive pas à comprendre comment on a pu réaliser cette immense fête maritime internationale sans Internet, et pourtant ça a marché. On faisait tout par courrier, les fiches bateaux, on les envoyait par courrier. Ça, c'était quand même des temps héroïques. Le grand stratège, disons-le, je parle culturel, le grand stratège culturel, ne s'occupait pas d'organisation, mais personne ne lui a demandé ça, c'est Bernard Cadoret. Bon. Et Bernard Cadoret, sa philosophie, elle était celle-ci, et il a su nous la faire partager. Tous les 2 ans, on va créer une grosse manifestation qui fera le point sur les acquis du mouvement de rénovation du patrimoine maritime. Et c'est comme ça que le Brest 92 a été conçu. Et évidemment, Bernard, là, pour faire bon poids, 2 ans avant, il avait dit, et voilà, on va lancer un grand concours
qui s'appellera Bateau des Côtes de France. Et le mot d'ordre, il est simple, un bateau pour chaque port. Et dans ce cadre-là, il y a eu 92 de mémoire ou 95 bateaux qui ont été reconstruits à l'identique. Je suis arrivé en 1979 à l'île aux Moines, dans un chantier qui existait depuis 2 ans déjà et qui avait la première reconstruction, si on peut dire, de bateaux traditionnels en France avec un synagogue pour les éclaireurs de France. Donc le chantier était spécialisé dans la reconstruction de bateaux historiques et c'était à peu près le seul dans ce chemin-là. Notre expertise petit à petit a été reconnue dans le monde du patrimoine. La construction de la recouvrance a démarré à l'île aux Moines. En fait, ça a démarré, c'était tout le lancement du concours du chasse-marée bateau des Côtes de France avec aussi les fêtes de Brest, les fêtes maritimes, les grandes fêtes maritimes de Douarnenez qui passaient à Brest. Donc c'était tout le lancement des premières fêtes maritimes et puis de l'intérêt vers les bateaux traditionnels. Et un appel d'offres a été lancé auprès des chantiers bretons pour reconstruire la recouvrance qui était le plus grand bateau reconstruit, le plus emblématique, le bateau le plus abouti. Et grâce à, je dirais, un peu à notre longueur d'avance, à notre savoir-faire dans les bateaux du patrimoine, on avait construit la Belle Angèle, on avait construit des synagogues, enfin on était bien reconnus dans le monde du patrimoine. On a obtenu ce chantier. On est venu s'installer à Brest pour construire la recouvrance, sans savoir à l'origine qu'on allait rester à Brest. Mais les opportunités faisant et les moyens du port de Brest nous ont vite convaincus que si on voulait développer le chantier, ça serait à Brest et non à l'île aux Moines. La mise à l'eau de la recouvrance, ça s'est fait pendant les fêtes de Brest avec le grand ponton grue de l'Arsenal qui était un outil extraordinaire qui datait de la guerre et qui a mis à l'eau en public devant des centaines de milliers de personnes ici et des millions de personnes de manière télévisuelle, la recouvrance à l'eau. Une année plus tard, on a mis le gréement. C'était consécutif au lancement du port-musée de Douarnenez et on allait à l'inauguration du port-musée de Douarnenez avec le bateau pour sa première navigation. La première sortie à la voile de la recouvrance, c'était extraordinaire, avec ses voiles carrées à hisser, redécouvrir toutes des manœuvres qui sont très peu usitées actuellement. Il y avait très peu de bateaux qui manœuvraient comme ça. Il y avait les goualettes de la marine qui avaient encore des huniers, mais quand on a lancé les chantiers en 80, on ne pensait pas qu'on allait construire un bateau comme ça, c'était un rêve absolu. Et le rêve continue avec des grands bateaux, des grandes restaurations comme celle du Biche, de la barque La Savoie, les grands 12 mètres J, les grands yachts de course. Enfin, on a une belle histoire dont on est fiers, de beaux bateaux, avec des jeunes qui apprennent le métier, des gens qui transmettent. Enfin, le chantier s'est constitué autour et grâce à la recouvrance pour devenir un chantier d'exception et vraiment important en France. Les bateaux en bois respectent l'environnement, les bateaux en bois permettent une approche de la mer et une compréhension de la mer respectueuse. Ça, c'est très riche. Et à côté de ça, il y a aussi, de manière, je dirais, entre parenthèses, plus industrieuse, le fait qu'on commence à réfléchir au retour de la voile dans les transports maritimes. Bon, il y a un bel avenir pour les charpentiers. C'est tellement riche d'histoire, de navigation, de technique. Maintenant, le métier de charpentier est international. On restaure actuellement un bateau qui a été construit en Argentine. On a en restauration un bateau qui a été construit en Tunisie. On a des bateaux qui ont été construits dans l'Ara, des bateaux construits dans le Morbihan. Donc, notre bassin de navigation est mondial et on va restaurer des bateaux de partout. Donc, on n'est plus attaché à un lieu et on va chercher le monde entier et toute cette culture pour retravailler. Comme dans beaucoup de petits ports bretons, des projets se précisent. Quimper, où j'habitais, a eu un choix à faire. Là aussi, on s'est retrouvés entre quelques amis et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un bac-Mao, les chaloupes de sable, ou est-ce qu'on est plus ambitieux? Et c'est vrai que Quimper est quand même un port marchand et le choix du bateau a été ce qu'on appelait un lougre, qui n'est pas tout à fait le chasse-marée, c'était un bateau plus important avec 3 mâts, là, 3 voilotières. Il y en avait une trentaine au 19e sur Quimper, qui servait surtout pour l'exportation ou l'importation. On avait un parrain qui était Eric Tabarly déjà. On a un peu parlé aux Quimpérois. On s'est retrouvé avec 900 adhérents en rien de temps pour culminer à 2400 adhérents quand même. Un chantier avait été pressenti à Saint-Guénolé. Il y avait Michel Canevette, il y avait Paul Kilivic et il y avait Jean-Jacques Hénaf. Donc ce trio de constructeurs ont construit le bateau là-bas dans leur chantier en pièces détachées et sont venus avec une camionnette tous les matins apporter un bout du puzzle sur les quais de Quimper. Donc ils ont amené un bout de quille, les tambodes, les traves et il y a eu première fête, pose de la quille, en juin 90.
Pour cette fête maritime du lancement, de 35 000, 40 000 personnes, il y avait peut-être 50, 60 bateaux qui accompagnaient. Hein. Et les miséniers sont remontés, on fait la haie, les yoles étaient là aussi. Et puis la Cancalaise, et puis la Grand Village et tout ça, ils sont restés de l'autre côté du pont. Parce qu'ils, voilà, comme d'autres, on ne passait pas le pont. Il a dû descendre l'Odet. On a ouvert la passerelle quand même pour la première fois, pour qu'ils puissent quitter le port, descendre la rivière à la remorque d'un petit chalutier de l'Esconil. Et puis, arrivé à Bénodet, on a donc dressé les mâts qu'on avait bien sûr fabriqués avant sur les quais. Et puis les voiles étaient arrivées, voiles qui ont été fabriquées par Jimmy Lawrence en Angleterre. Il avait un plan de voilure parfait. Le prix des travaux de construction et d'entretien étant élevé, certains ont fait le choix de la location et du tourisme à la voile pour assurer ces travaux à venir. Moi j'étais dans l'industrie, j'ai vendu mon entreprise et les gens me disaient « Monsieur, c'était bien avant tout cet engouement pour les bateaux de tradition et est-ce que vous pouvez nous emmener en mer ?» Et j'ai commencé comme ça. Et puis ça m'a donné l'idée de continuer et puis de là j'ai racheté des coques et des coques et des coques, souvent des coques qui allaient être détruites d'ailleurs. Et puis on a créé une entreprise, puis un chantier naval et voilà comment est partie cette grande aventure sur les bateaux de tradition. Il y a eu dans mon ancienne entreprise qui à l'époque qui s'appelait Étoile Marine Croisière, on a eu 35 bateaux qui ont porté le nom d'Étoile quelque chose, hein, puisque c'était Étoile et à chaque fois on mettait un nom derrière. On a eu jusqu'à 35 bateaux, pas tous en même temps, mais on a eu quand même jusqu'à 15 bateaux en même temps. Et en 2014, j'ai vendu mon entreprise et puis on a créé une société qui s'appelle Marine Événements, dont le siège est à Saint-Malo. Et nous avons racheté l'ancien Casquelotte qui est devenu le Français. Dans ces grandes fêtes comme Brest, comme l'Armada, les gens veulent y être, donc les entreprises invitent leurs clients à l'occasion de ces fêtes-là. Donc sur ces fêtes-là, ça tourne. Par contre, tout le reste de l'année, je pense que les bateaux ont du mal. Il y a 30 ou 40 ans, des gens de 40, 50, 60 ans embarquaient sur nos bateaux pour 1, 2 semaines, prenaient le temps de vivre, on se déplaçait à 4, 5, 6, 7 nœuds. Les gens n'étaient pas pressés. Mais tous ces bateaux ont un besoin d'entretien. Et les associations doivent trouver des budgets. Tous les 2 ans, depuis maintenant environ une quinzaine d'années, on fait en juin la semaine du patrimoine maritime pour les scolaires, donc de Quimper, les écoles primaires de Quimper et de la région du bord de l'Odet également. Mais cette subvention diminuant, on va être obligé de s'élargir sur d'autres communes dans le futur. Pour avoir un équilibre financier, il nous faut trouver des contrats commerciaux. Donc depuis 4 ans maintenant, on a un partenariat avec les Vedettes de l'Odet, où en été on fonctionne donc sur Concarneau-le-Guélan. À partir de mi-juin jusqu'à mi-septembre environ, on travaille avec des passagers touristiques tout simplement. Ils partent pour un trajet sur Corentin et le retour sur les Vedettes de l'Odet ou l'inverse. Et ça on le fait tous les jours en saison à partir de 10, 15, 20 juin. L'avenir de la voile au niveau des gréements traditionnels, on a eu une réunion il y a quelques semaines à Brest, à la Touline, avec les armateurs de vieux gréements. Et on a tous le même souci, on a du mal à équilibrer les budgets parce que les subventions des collectivités se réduisent et chaque bateau a ce souci d'équilibre de budget. Sinon, c'est vrai que le gréement traditionnel s'est appelé à continuer à fonctionner. C'est important pour la notoriété du bateau, pour que les médias parlent du Corentin et qu'on le connaisse de plus en plus. Donc on est présent sur la plupart des fêtes maritimes du Grand Ouest, on va dire. Les marins aussi ont envie d'y participer parce que faire Concarneau-le-Guélan tous les jours pendant la saison, c'est pas terrible. Mais par contre, descendre, comme on vient de le faire à Nantes pour des bords de Loire, où les marins ont besoin et ont aussi des idées à mettre en place. Après, il faut le budgéter. Ces fêtes, elles reposent sur le plaisir des équipages. Hein. C'est-à-dire que maintenant, tous les équipages sont des plaisanciers qui, même s'ils naviguent sur des bateaux de travail qui étaient des bateaux de galère, des bateaux de souffrance, ce sont devenus des bateaux de plaisir, tous intégralement. Donc leur plaisir à ces gens-là, c'est de naviguer, de se rassembler, de se comparer, de retrouver des bateaux de la même famille. Ça, c'est le petit coup de génie de la semaine du Golfe, c'est de fabriquer, de reconstituer des flottilles. C'est la dizaine de flottilles où chaque bateau se sent en famille et en même temps rencontre les autres familles de bateaux. C'est un loisir, c'est un plaisir, c'est une pratique, c'est une passion. C'est pas prêt de s'arrêter parce que le plaisir est un moteur puissant. Allez, on va prendre l'Hermione.
hein, la frégate, hein, reconstruite par Rochefort, c'est une pure merveille. Dans tous les ports qu'elle fréquente, elle attire des foules, mais qui sont fascinées. Alors l'Hermione, disons, c'est le flambeau, c'est royal, c'est le bon. Et il faut se dire que dans le même temps, il y a des petits bateaux de 3 mètres, de 4 mètres, de 5 mètres, d'autres de 12 mètres. Bon bref, il y a toute une gamme de bateaux qui sont reconstruits dans le même esprit. Alors bien sûr, ils n'ont pas la même prestance, ils ne sont pas aussi impressionnants que l'Hermione, mais ils participent de ce même mouvement qui n'est pas prêt de s'arrêter. En effet, le patrimoine maritime évolue d'une belle façon, et ce plaisir nous a permis également de nous diriger, sans trop s'en douter, vers un avenir plus propre. Les fêtes maritimes vont se développer à Douarnenez et ça sera concomitant au développement et à la création du port-musée. Et la notion patrimoniale vient rajouter une corde à l'arc des activités économiques de Douarnenez. Il faut rappeler qu'il y a toujours des conserveries à Douarnenez et qu'elles font travailler beaucoup de monde. C'est toute une tradition industrielle qui est toujours là. Il y a toujours un port de pêche qui existe, qui évidemment ne correspond plus à ces grandes heures passées. Mais enfin, il y a toujours une activité de pêche. Et puis, il y a l'activité patrimoniale, le port et tous les 2 ans, les fêtes. Et à partir du port, à partir des fêtes, et aussi dans une nécessité des sociétés d'aujourd'hui, il y a des tentatives de réinventer des formes économiques, parce qu'on est dans de l'économique, de décarboner en utilisant les énergies naturelles. Et l'on voit une société en particulier qui s'installe ici et qui développe ses activités à partir de Douarnenez, de transport à la voile. Il est tout à fait possible que dans les décennies à venir, ce type de niche de développement économique non seulement perdure, mais se développe parce que c'est aussi un besoin des sociétés contemporaines que de rechercher des activités décarbonées. Le port-musée a été clé dans notre décision de nous installer à Douarnenez, notamment par rapport à l'accès au port-U et par rapport à la volonté de véritablement mettre en place un patrimoine vivant, de faire vivre des bateaux navigants, de faire venir ici de loin des équipages parlant parfois d'autres langues, avec la volonté d'ouvrir ces bateaux à ce qui les dynamise et ce qui fait d'eux des navires qui chargent bien et qui vont loin à la voile. Alors c'est notre spécialité, hein, on fait du transport à la voile. Ce sont des navigations longues ou en cabotage, ce sont des transmanches, ce sont des liaisons vers le Portugal, vers Bordeaux, vers Madère, vers les Açores ou vers le Mexique, la Colombie, les Antilles. Et tout se fait à la voile, à bord de différents navires qu'on peut nommer Aventure, de Galante, Greyhound, historiquement avec les bateaux du patrimoine breton tels que Biche, Corentin par exemple. Et notre spécialité c'est de transporter des marchandises à la voile, soit de vendre ces marchandises, soit de vendre ce transport et d'utiliser ce concept pour construire des voiliers cargo au XXIe siècle qui pourront aller très loin avec beaucoup de marchandises et sans aucun pétrole parce que bientôt il n'y en aura plus. Au large, en utilisation directe, le vent est une énergie qui est abondante, qui est fiable et qui aujourd'hui est prévisible. Si on veut décarboner les transports maritimes, on ne peut pas faire l'impasse sur la voile au XXIe siècle. Parlons d'ammoniac, d'hydrogène, parlons de tout un tas d'usines à gaz. Non, la voile, avec des surfaces intéressantes et dans une capacité de remonter au vent, peut déplacer de grandes quantités de marchandises en allant très loin avec un respect des transit times tout à fait fiable. Et c'est ça qu'on met en place d'un point de vue d'entreprise et de vision maritime aujourd'hui. Quand on parle de transport, il faut toujours parler de départ et de destination. Et donc de plusieurs endroits, de plusieurs ports. Et donc de ce qu'on a créé ici, on a une volonté de les s'aimer. C'est-à-dire d'aller planter certaines graines ailleurs, telles qu'on a pu le faire ici. C'est-à-dire que ce concept de boutique, d'entrepôt, de comptoir et d'escale, on pense qu'il faut que Douarnenez reste ce centre d'Atlantique finalement, hein, et non pas une pointe extrême. Mais pourquoi pas réfléchir à avoir cette entreprise douarneniste qui a un peu plus pignon sur rue, sur Bordeaux, sur Nantes, sur Le Havre par exemple en France. Pourquoi pas développer un comptoir en Angleterre s'il reste avec nous dans l'Union européenne ou en Espagne ou en Belgique par exemple. C'est ça qu'on voit et là également, la façon dont on peut développer le commerce là-bas.
Les vents tournent aujourd'hui de ce qui était marginal. De plus en plus d'entreprises, petites, grandes, moyennes, s'y intéressent beaucoup. Et donc remettre la voile au centre de la propulsion de la marine marchande moderne est quelque chose de concret. Et c'est ça qu'on fait, ça s'appelle un voilier cargo. On va en faire un, on va en faire deux, on va en faire quatre. Et c'est véritablement le projet donc, finalement financier, industriel, maritime sur lequel nous sommes en train de travailler d'arrache-pied aujourd'hui. On lève des fonds, on a des plans finalisés, on consulte les chantiers. D'autres entreprises ont également choisi ce mode de convoyage, mais pour transporter leur production. On est 3 associés en fait sur Grain de Sail et on vient tous les 3 du milieu maritime. Et à l'époque, on trouvait intéressant d'essayer de réfléchir sur l'optimisation du bilan carbone du transport transatlantique notamment, et notamment sur des cafés et chocolats, qui sont toujours des produits dont les matières premières viennent de loin, elles viennent de la zone Amérique centrale, Caraïbes. On a vite évidemment eu l'idée de développer un cargo à voile, spécifiquement vraiment dédié au transport de charge, évidemment, pour pouvoir opérer du coup nous-mêmes notre transport en importation, et puis du coup aussi en profiter pour exporter des produits finis, notamment vers New York. Donc ça, c'était l'idée de départ de 2010. Et on a simplement raisonné de manière classique en faisant les choses étape par étape. On a démarré par le café en 2013, qui était un produit relativement facile à travailler, donc ça nous a permis d'apprendre aussi à maîtriser une activité agroalimentaire, parce qu'on ne venait pas de ce milieu-là, nous on vient du maritime, donc c'était quelque chose d'assez nouveau pour nous. Donc 2013 le café, 2016 le chocolat, qui là en revanche est un sujet beaucoup plus compliqué, mais qu'on a réussi quand même à maîtriser en faisant venir des experts, etc. Donc ils nous ont mis sur les rails. Et ce qui fait que aujourd'hui on est en 2019, et donc la société évidemment, depuis le café, a commencé à croître au niveau le chiffre d'affaires notamment. Et ce qui fait que la phase 3, donc, qui est cette fois-ci la construction du voilier cargo, donc, est initiée. On a signé le contrat à l'automne en fait, 2018. Donc, le navire s'appelle Grain de Sail. On veut créer justement cette unité autour de la marque Grain de Sail. Il est fabriqué donc, chez Alumarine à Couéron, donc, dans le 44, Loire-Atlantique. Donc c'est situé entre on va dire, Nantes et Saint-Nazaire, en bord de Loire. Et donc la construction a démarré en tout début d'année, là, début 2019, et il nous est livré au mois de novembre. Donc on a quasiment 12 mois de construction, donc on y arrive bientôt. En sortie de chantier, on va tester le voilier dans différentes configurations pendant à peu près 2 à 3 mois, et donc le bateau va effectivement finir ici sur le quai. Et le premier départ vers New York, donc la première vraie traversée transatlantique, se fera à partir de la mi-mars. Donc selon les conditions météo, c'est une décision qui se prend au dernier moment pour partir dans de bonnes configurations. Mais voilà, mi-mars 2020, normalement, le bateau part chargé, donc chargé de vin vers New York. Depuis le début, depuis 2010, on souhaite résolument, à travers du projet Grain de Sail, remoderniser le transport à la voile. Et c'est pour ça qu'on s'était posé la question à un moment donné d'utiliser des vieux gréements pour recommencer à faire du transport, etc. On l'a fait d'ailleurs 1 ou 2 fois, mais on a vraiment voulu concentrer l'intégralité de notre temps et de nos moyens financiers à la construction d'un voilier neuf, qui est vraiment 100% prévu pour ça, avec du coup des équipements de navigation dernier cri, avec quelque part un confort également au niveau de l'équipage qui est assez intéressant. On a vraiment conçu le bateau pour ça. C'était aussi un moyen pour nous de démarrer sur quelque chose de finançable. Alors même si au final l'aventure Grain de Sail a pour vocation de développer plusieurs torréfactions et plusieurs chocolateries donc au niveau européen et sur la côte est des États-Unis, et de coupler tout ça à une flotte de voiliers, cette fois-ci de taille croissante, mais pas non plus des tailles exceptionnelles. Je pense c'est difficile à dire, mais je pense qu'aujourd'hui on s'arrêtera sans doute à 35 ou 40 mètres, ce qui serait déjà une belle taille et qui permet de rester dans cette dimension d'aventure, également pouvoir accéder à des ports de taille relativement réduite, donc d'être relativement fin en tout cas sur la capacité à sourcer en fait les différentes matières premières. Le domaine de la pêche professionnelle est également intéressé aujourd'hui par cet ancien concept de la voile au travail. Alors, Voile au travail, c'est une association qui s'est créée en fin 2013, début 2014, à la suite d'une rencontre avec un pêcheur qui avait le projet d'aller pêcher le thon à la voile, donc le thon dans le golfe de Gascogne. Il se trouve que ce pêcheur était aussi formateur en fait, au CEFCM, donc il était aussi en contact avec des gens qui se formaient donc, à la profession de skipper professionnel à la voile. L'idée a pris corps en fait, autour de ce pêcheur pour essayer de structurer sa démarche, parce qu'il était vraiment issu de la pêche, il n'avait pas de connaissances par ailleurs. Du coup, on s'est fédéré avec un porteur de projet qui était donc en formation, et une océanologue et moi-même, donc architecte naval, pour essayer de structurer en fait, sa démarche et la recherche de financement et le développement du projet.
Pour asseoir en fait la conception de ce projet, on s'est tourné vers des pêcheurs qui avaient pratiqué la pêche à la voile déjà, pour savoir un peu comment ça se faisait, quelle vitesse, etc. Donc on s'en est fortement inspiré dès le départ. Et puis on s'en inspirera, je pense, encore par la suite, parce que la construction du bateau, je l'ai dit, qui est en contreplaqué, elle peut évoluer aussi. Il se trouve qu'au départ, on était parti sur 16 mètres, parce que c'était une taille qui était cohérente pour la pêche au thon. Aujourd'hui, en fait, on travaille avec une taille inférieure, 8-9 mètres, parce qu'on s'est aperçu que ce projet, en fait, pouvait aussi intéresser en tout cas des pêcheurs côtiers qui sortaient à la journée. Alors ce bateau à voile, c'est un catamaran à 2 gréements 4 boats, c'est-à-dire que c'est 2 mâts qui portent chacun une grande voile. Il n'y a pas de voile d'avant. Dans sa géométrie, c'est un catamaran qui ressemble énormément à ce qu'on peut voir en catamaran de plaisance. On l'a adapté, nous, en fait, à la pêche. Justement, le choix d'avoir 2 mâts et qu'ils soient déportés sur les coques, ça permet de libérer la plateforme centrale, donc de libérer une zone de travail. Il fallait que ce gréement reste simple et facilement maniable. Donc simple, 2 grands voiles, c'est facile à gérer. 2 grands voiles de surface modérée à partir du moment où la plateforme ne génère peu de résistance à l'avancement. C'est l'intérêt du catamaran qui, par des coques assez fines en fait, et une distribution de volume bien répartie, en fait, permet à la fois de gérer le passage à la mer et le confort en fait, de travail du pêcheur. Dans un projet pêche au thon, par exemple, là où il y a beaucoup de routes à faire, l'avantage il était clairement au niveau des économies de gasoil. Même si, par ailleurs, le confort de travail, par la réduction du bruit et puis la stabilité, enfin, les mouvements du navire étaient aussi intéressantes. Quand on se tourne vers les pêcheurs côtiers, pour lesquels en fait, la consommation de gasoil représente 6 à 8% du chiffre d'affaires, ce n'est pas l'économie gasoil qui les motive le plus, c'est réellement le confort de travail. C'est le fait d'avoir un bateau silencieux. Ils sont quand même amenés à faire 20-30 000 minimum en fait, pour aller sur les lieux de pêche. Et puis leurs bateaux sont très rouleurs. Donc là, le catamaran qui est beaucoup plus stable, et puis à voile, donc beaucoup plus silencieux, les intéresse essentiellement pour ça. L'apport de la voile va permettre de créer un label pêché à la voile, qui ne changera rien à la qualité du poisson, mais qui va leur permettre, eux, de s'ouvrir à des marchés différents, avec des revenus supérieurs. Ils vont pouvoir aller pêcher quand vraiment c'est nécessaire, et ils vont pouvoir gérer donc, leur confort de travail et leur confort de vie, tout bonnement, grâce à cet outil. Ça se fera dans la région parce que c'est quand même beaucoup plus simple en termes de suivi de chantier. Les financements européens ne permettent pas en fait, de construire des bateaux, de financer la construction de bateaux, mais elles permettent par contre d'aider des chantiers à éventuellement développer une série. Moi je suis personnellement dans une démarche de recherche aujourd'hui sur le fait de revenir un peu en arrière. On va peut-être se tourner vers des chantiers beaucoup plus traditionnels que les chantiers composites auxquels on peut faire appel en plaisance, parce qu'il y a un savoir construire des bateaux qui savent vieillir aussi sans avoir un impact trop important. Donc là il y a vraiment quelque chose à faire avec le passé. Ouais. Des projets de plus en plus grands voient le jour pour le bien de la planète. Oui, donc moi j'ai fait une carrière complète de marin de commerce. Donc j'ai navigué, j'ai assumé beaucoup de fonctions sur les navires de commerce. J'ai commandé 26 ans et j'ai été très régulièrement détaché à bord de Belém, donc un des derniers grands voiliers de travail français. C'est peut-être de là que vient le projet Neoline, qui est un roulier effectivement dont la propulsion principale est vélique. Neoline, c'est un groupe issu de fondateurs, issus principalement de la marine marchande, mais pas seulement. Nous travaillons sur ce projet depuis bientôt 9 ans. Par contre, nous n'avons créé la société qu'en septembre 2015, quand nous avions déjà levé pas mal de risques et de faisabilité. La conviction de base, c'est que nous ne pouvons pas continuer à consommer des hydrocarbures dans ces masses-là. Et conjointement, la voile de travail, bien qu'interrompue il y a plus d'1 siècle, a continué à se développer sous la forme de la voile sportive et la voile de loisirs, développer des nouvelles techniques, et parallèlement sont développés des nouveaux savoirs, notamment la maîtrise de la météo et la prévision de la météo, et également les communications, qui fait que l'information météo aujourd'hui est accessible de n'importe où, n'importe quand. C'est le routage dont bénéficient déjà les routeurs. Le Neoliner, qui fait 136 mètres, n'est pas un gros cargo pour plusieurs raisons. D'abord, quand on est primo-armateur, c'est plus difficile de financer un gros navire qu'un navire moyen. Et puis également, il y avait une dimension technologique. Le marin de commerce ou le marin en général n'est pas un expérimentateur. Ce que nous voulions, c'est adopter des techniques abouties, industrialisées. Donc ce navire, sa taille contenue à 136 mètres permet d'avoir des composants qui sont disponibles directement de façon industrialisée. Les mâts de cette taille, etc., la dérive, etc., existent déjà de façon industrielle. Il n'y a rien d'expérimental. Ce navire, son ambition, c'est de réduire de 90% la consommation d'hydrocarbures, donc les rejets de gaz à effet de serre, évidemment, et les rejets de polluants, donc l'inox, les SOx et les particules. Ce
ce navire, il est d'une taille toutefois contenue, donc il n'est pas économiquement apte à aller s'affronter sur des lignes où il y a des navires, où il y a de la massification, des gros navires. Donc nos têtes de ligne sont Saint-Nazaire et Baltimore aux États-Unis, avec la desserte de Saint-Pierre sur le retour. Ce sont des régions dont les Interlandes présentent l'opportunité de fret non conteneurisable à forte valeur ajoutée, donc du fret roulant, qui jusqu'ici sortait plutôt par les ports du Nord, donc avec un pré-acheminement qui était long et coûteux. Donc c'est pour ça que nous avons signé par exemple des contrats, des partenariats avec Beneteau et Manitou. Pour la marine marchande aujourd'hui, ce sont 11 milliards de tonnes de fret transportées par an. Voilà. Alors, je ne vais pas m'avancer à vous donner un pourcentage, mais une bonne partie de ce fret, à condition de réduire un peu la vitesse, à condition voilà, que les gens acceptent une petite évolution dans les pratiques, une bonne partie de ce trafic pourrait être assurée par des voiliers de commerce. Même dans le domaine de la voile sportive, des solutions sont retenues pour diminuer la pollution. Kéros est parti de la course au large, et puis la partie environnement, elle est venue par la suite. Roland qui a beaucoup navigué sur les mers et qui s'est rendu compte de la pollution des océans, à un moment donné, un jour, s'est dit qu'est-ce que je peux faire moi, à mon échelle, pour essayer d'avoir un effet, d'avoir un impact, de modifier les comportements. À l'époque, il y avait un sponsor pour Roland qui s'appelait Veolia Environnement. Et avec Veolia Environnement, Kéros a travaillé sur l'impact environnemental d'un programme Vendée Globe. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des impacts sur lesquels on avait peu d'actions possibles, notamment tous les transports, amener les gens à travailler à Concarneau, amener les sponsors, voir le bateau à Concarneau, etc., aller en avion à l'autre bout de la planète pour faire la maintenance du bateau, etc. Par contre, il y avait des secteurs sur lesquels on avait une action possible, et notamment sur les matériaux utilisés dans la construction des bateaux et dans la construction navale. C'est comme ça qu'on a commencé à développer nos activités sur les biocomposites. Donc on a commencé par faire des planches de surf, des planches de paddle, jusqu'au jour où on s'est dit, allez, on se lance et on fabrique un petit bateau, un trimaran, le Goualaz, de 7,10 m, qui a été mis à l'eau, qui est un bateau qui navigue toujours, qui a été utilisé par les surfeurs de Lost in the Swell pour naviguer aux îles Salomon, et donc voilà. On travaille effectivement avec Christophe Ballet de l'Université de Bretagne Sud à Lorient. Dans nos partenaires académiques un peu historiques, on a aussi beaucoup travaillé et on continue à travailler avec l'Ifremer de Brest, avec Peter Davis. On travaille à partir de matériaux issus des plantes, issus du végétal, avec les fibres, le lin, le chanvre, et pour la partie résine, la partie colle, avec différentes résines issues d'amidon, l'amidon de maïs, ça peut être également issu de fermentation bactérienne. Nous, l'avenir de la voile, bien évidemment, on souhaite continuer à ce que ça se développe, tout en intégrant une réflexion sur l'impact environnemental des navires au sens large. On a un niveau de consommation qui excède la capacité de la planète à produire notre origine première de ressources d'énergie, le pétrole. Donc inévitablement, si on veut continuer à se promener autour de la Terre, à transporter des biens et des ressources et des matières premières autour de la planète, il va inévitablement falloir trouver des solutions de transport décarbonées, des solutions de transport qui ne sont pas dépendantes du pétrole et de la pétrochimie. Ça a un sens de se poser la question de comment on fait pour faire du transport en ayant des besoins énergétiques en accord avec ce qu'est capable de produire la planète. Tout le monde est unanime, la voile est notre avenir. La force vélique est certainement la force d'une part la moins polluante au monde, puisque c'est celle qui est immédiatement disponible. C'est une force sur laquelle l'homme, depuis des milliers d'années, a développé une expertise, une ingéniosité. C'est la moins chère, en fait, en réalité. Et dans un univers aux énergies fossiles devenues contraintes, je pense qu'effectivement, il y a un avenir pour le transport de marchandises à la voile, le transport de passagers aussi d'ailleurs. Je ne pense pas que ça ne soit qu'un marché de niche. Je pense qu'au fil des années, ces options vont pouvoir se développer, s'améliorer. Il n'est pas sûr que finalement, on ait besoin de transporter très rapidement un certain nombre de produits. Mais on voit ici et là des initiatives qui se multiplient et qui montrent que cet axe-là est pris en compte. Ma participation en tant que formateur dans les centres de formation continue montre qu'il y a de plus en plus de porteurs de projets qui s'orientent vers la voile, que ce soit alors pour la pêche, mais pour le transport de passagers et aussi le fret.
le cabotage. Donc on peut vraiment penser que oui, avec un modèle Listao, mais tout autre modèle, je pense qu'il y a plusieurs projets qui se développent aujourd'hui en multicoque ou en monocoque, qui sont tout aussi viables et qui montrent que la voile, à mon avis, a un grand avenir dans la pratique professionnelle en France. On a l'impression de faire quelque chose qui est à la fois sympathique, qui n'est pas là pour détruire la planète, ou en tout cas pour aggraver tous les phénomènes qu'on constate aujourd'hui. Donc voilà, c'est un tout, et c'est important pour nous en fait, de le faire comme ça, quoi. Si les ateliers de l'enfer existent depuis 1985, c'est qu'il y a de bons résultats au diplôme. Ça, c'est le premier critère. Mais le deuxième critère, et sinon on n'existerait plus, parce que ça voudrait dire qu'on fabrique des chômeurs, c'est le taux d'insertion. Et les stagiaires, que ce soit en charpente, en voilerie ou en sellerie, ils trouvent du travail. C'est ça le critère déterminant. Puisque le préfet de région Bretagne, il y a 2 ans, il a sorti un arrêté dans lequel ces 3 métiers sont considérés comme des métiers en tension. Ça veut dire qu'il y a plus d'offres que de demandes, parce qu'il y a des artisans qui arrêtent leur activité, et puis que le secteur de la voile et du navire en bois reste. C'est un secteur niche, c'est sûr, mais cette niche, elle est toujours active. La Bretagne a toujours été et est toujours une grande région maritime. On peut prendre le problème par tous les bouts, c'est une évidence. Elle est entourée de mers. Et les différents ports qui ont construit la Bretagne, les ports de guerre, les ports de cabotage, les ports de commerce, les ports de pêche et maintenant un port maritime, sont au cœur des préoccupations pour l'avenir. L'avenir de la Bretagne viendra du large. Il a donc suffi d'à peine 40 ans, d'un peu de folie et de beaucoup de foi dans un travail passionné, pour faire renaître ce que l'on croyait à jamais condamné. Qui, dans les années 80, aurait imaginé voir passer à la pointe de Pénire une armada aussi importante, partie de Brest pour rejoindre Douarnenez. Cette grande aventure, au cœur de laquelle des hommes n'ont pas voulu que les vasières deviennent les derniers cimetières des bateaux, mais plutôt un lieu de savoir d'où émergent, pour une renaissance, les maquettes et les projets des futurs voiliers qui vogueront pour une terre plus propre. Y sont donc à nouveau les voiles pour notre avenir.